Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'Indisport. Ce soir, on va sur la plus grosse vague du monde, sommaire. En 2019, la Calédonienne Sarah Hauser se lance le défi avec sa planche à voile d'aller défier Jaws à Hawaï, la plus haute vague du monde qui effraie autant qu'elle attire. Après l'avoir domptée, elle est dorénavant inscrite dans le Guinness Book des records du monde comme la féminine à avoir surfé la plus haute vague au monde. Mais Sarah ne s'arrête pas là. Plus qu'une sportive au palmarès incroyable, elle s'engage pour la voix des femmes et pour l'environnement. On parlera de toutes les cordes qu'elle a à son arc avec elle. Les Cagous n'en finissent plus de gagner des médailles aux Jeux du Pacifique. Les footballeuses Cagous sont, elles, tombées contre plus fortes qu'elles avec les Fidjiennes. Défaite 3-0. Nous en parlerons avec Gilles Garcia, le sélectionneur des Cagous. Bonsoir à tous et bonsoir à toi, Sarah. Salut Adrien, merci de me recevoir. Ah, de rien, avec grand plaisir. Sarah, tu es la femme qui a surfé la plus haute vague du monde, Jaws à Hawaï, qui est mesurée à 36 pieds, soit 10 mètres 97, presque 11 mètres. Hein. Tu es dans le Guinness Book des records. C'était en 2019. Avec le recul, maintenant, quand tu y repenses, qu'est-ce que tu te dis ? Que c'était un moment magique, puis que je me dis aussi, est-ce que je peux pas faire un peu mieux ? Je continue de repousser un peu mes limites et d'explorer le possible dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on ressent avant d'appréhender une vague comme ça ? La peur. Tout simplement. Tout simplement. Je ne vais pas le cacher. Je suis humaine, je suis comme tout le monde. Un mur d'eau géant comme ça fait très peur. Mais il y a quelque chose de beau et de très vivifiant quand on arrive à conquérir sa peur et quand on la transforme en quelque chose qui donne de la joie. Ah, j'imagine. Tu as un palmarès incroyable, Sarah. Tu as gagné plusieurs gros événements de glisse. Tu es vice-championne du monde cette année, en 2023. Est-ce que tu rêvais de ça quand tu étais petite en Nouvelle-Calédonie ? Oui. Dès que j'ai découvert la planche à voile dans les vagues du récif calédonien, sur la passe de Saint-Vincent, ça a été une révélation pour moi. Et j'ai tout de suite su que je voulais que ça ait une place importante dans ma vie. Après, je n'étais pas forcément sûre que j'allais en faire carrière, mais je savais que ça allait avoir une très grande place dans ma vie, d'une manière ou d'une autre. Ok, alors je te propose, Sarah, de revenir là où tout a commencé, là où tu as effectué tes premiers entraînements. C'était ce matin avec l'incontournable Michel Pimbé. On regarde ce reportage. Bonjour, je m'appelle Sarah Hauser, je suis windsurfeuse professionnelle et je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Pour moi, le windsurf, c'est une passion que mon père m'a transmise. C'était aussi un moyen de jouer avec les copains ici, dans la baie de Sainte-Marie, à la Côte-Blanche. Et puis après, c'est devenu l'aventure avec le Reef, les vagues de Ténia en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant, c'est mon métier. Même durant ses vacances, la rideuse ne perd jamais de vue la compétition. L'entraînement est de rigueur, et plus particulièrement ici au Wentoro. Parce que moi, la montée du Wentoro, ça faisait partie de ma routine d'entraînement quand j'avais 15-16 ans et que j'avais ces rêves de devenir athlète professionnelle. Du haut de ses 34 ans, la Calédonienne vice-championne du monde de windsurf 2023 rêve encore de conquérir d'autres championnats du monde. La préparation, là, ça fait 10 ans que je me prépare constamment, que ça ne s'arrête jamais vraiment, que ce soit dans la salle, en préparation physique, à faire des entraînements de construction de force musculaire, mais aussi d'explosivité, d'équilibre beaucoup, parce que sur la planche, il y a des éléments qu'on ne peut pas contrôler, les vagues, des gros rochers, ou à faire des stages d'apnée spécifiques aux situations de stress. Donc c'est un mélange de tout. Pour réaliser son rêve et devenir windsurfeuse professionnelle,
En 2013, Sarah quitte le caillou pour l'île de Maui à Hawaï, au lieu du windsurf mondial avec la vague mythique et féroce de Jaws. Quand on prend une vague là-bas, il y a vraiment quelque chose, on se sent un peu dissocié de son corps, il y a quelque chose de presque sacré que je vis quand je suis dans ces vagues-là. Puis visuellement, c'est incroyable, enfin, d'être juste à côté d'un mur d'eau qui est si haut qu'on ne voit même pas le ciel quand on est juste à côté, d'entendre la vague casser derrière soi, faire le bruit d'une bombe, mais même pas d'une vague, mais vraiment d'une bombe qui explose, qui résonne dans le creux de la vague. On a l'impression d'être là où normalement il n'est pas censé y avoir un humain. Et pourtant, on est là. Pour moi, c'est important de revenir ici parce que c'est là que tout a commencé. Et après avoir fait mes voyages, mes compétitions, rencontrer d'autres passionnés de la mer qui venaient de plein de pays. La mer, c'est vrai qu'elle nous unit, elle fait que tout de suite on se sent connecté aux gens. Et en même temps, on est aussi tous un peu différents parce qu'on a une connexion à la mer qui est unique. Et donc la mienne, c'est celle qui a commencé ici en Nouvelle-Calédonie, avec le lagon, avec le récif, avec les vagues de Ténia. Et c'est aussi sympa de voir que ça amène à un chemin unique, quoi. Donc moi, j'y reviens comme une célébration, comme quelque chose que j'honore et que je remercie. Et j'espère que ça continuera d'inspirer d'autres personnes à vivre des bons moments dans l'océan. Ça a changé la promenade, hein, Sarah? Ah oui, il y a plus de trucs pour s'entraîner maintenant, c'est sympa. Hein. Ah, j'imagine que tu as dû apprécier, Alors, c'est vraiment dans les côtes du Wentoro que tu as pris le goût de l'effort, Sarah? Le goût du dépassement de soi, oui, je me rappelle qu'on avait un petit groupe de planchistes, on s'entraînait dans la montée, on l'appelait la montée du psychopathe, là, celle qui amène là où il y a les gars qui font du parapente. Et ouais, il fallait pas s'arrêter, il fallait se repousser ses limites, quoi. Ah, comme quoi, tu montres l'exemple, Sarah. Et le goût de la glisse, du coup, c'est le papa? Bah oui, le papa qui a transmis à toute la famille et qui... C'est important, je pense qu'il y ait aussi ça, non seulement il y a un sport, mais qu'il y a une passion, un lifestyle, un goût de vivre au contact des éléments, d'essayer de comprendre la météo, le vent, les vagues et tout ça. Et donc ça s'est passé, oui, au travers de mon père. Et puis après, j'ai découvert aussi d'autres personnes tout aussi passionnées qui ont continué de m'inspirer. Et tu t'es mis tard à la glisse, au sport de glisse, à 15 ans, hein, c'est ça? Les vagues, en fait, j'ai découvert à l'âge de 15 ans. La planche à voile, j'avais 12-13 ans. Mais comme les vagues sont difficiles d'accès en Nouvelle-Calédonie, c'est en fait à l'âge de 15 ans que Pierre-Yves Leroux m'a emmené au récif. C'était notre coach à l'époque à la CPV. Et il a vu quelque chose en moi et je le remercierai toujours de m'avoir amené faire cette première session dans les vagues de Ténia. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ta vie au point que tu es parti à Hawaï, comme le dit Michel dans son reportage, pour t'installer, pour aller au plus près des grosses vagues. Bah oui, Hawaï, c'est la Mecque du windsurf, l'île de Maui. Là-bas, il y a vraiment une émulation très forte et des conditions plus faciles d'accès qu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, ça permet aussi de plus s'entraîner, d'être au contact des meilleurs, de trouver des sponsors, de participer à des projets vidéo. Donc, quand je suis allée là-bas, je me suis sentie tout de suite que c'était là qu'il fallait que je reste si je voulais avoir une chance de pouvoir progresser, de pouvoir faire cette carrière. Et en plus, j'ai rencontré mon mari, je me suis tout de suite plu parce que c'était aussi une île, donc il y avait une ambiance similaire à ce que je connaissais en Nouvelle-Calédonie. Donc tout s'est très bien aligné, les planètes se sont alignées et ont fait que c'est devenu ma deuxième maison. Et tu as même voulu raconter ta vie dans un documentaire, Girl on Wave. Pourquoi ? En fait, ce documentaire est venu à moi. Le producteur du film a aimé mon histoire parce que comme en fait, j'avais pas suivi une carrière sportive depuis le début, moi j'avais fait des études d'ingénieur. D'informatique, non, c'est ça ? En informatique et maths appliquées, oui. et oui, j'avais fait ces études-là parce qu'au début, j'y croyais pas trop. Et puis, mes parents m'ont dit, voilà, fais des études, deviens indépendante et ensuite, tu feras ce que tu veux de ta vie. Mais on va pas soutenir pour que tu ailles à la plage, te faire plaisir dans les vagues, tu vois. Donc, je les ai écoutés, j'ai fait ça. Et puis, quand je suis devenue ingénieure, j'avais toujours ce rêve en tête, alors que pourtant, j'en avais pas fait beaucoup de la planche avec 2 années de prépa et 3 années d'école d'ingé.
mais c'était toujours en moi. Et quand je suis allée à Hawaï pour la première fois, j'étais sur le point de commencer mon premier job. Et en fait, ce premier voyage à Hawaï, il y a eu plein de choses qui se sont passées qui ont fait que je pouvais plus ignorer ce rêve, que j'étais vraiment à un moment de ma vie où je me suis dit, non, mais là, il faut que tu t'écoutes, quoi. Ça fait trop longtemps que tu veux le faire. Et du coup, un producteur s'est intéressé à ta vie et a fait un documentaire sur le toit. Bah oui, il a Girl on aimé cette Wave. histoire de quelqu'un qui change le cours de sa vie, en fait, pour suivre son rêve. Et lui, il avait fait un peu la même chose aussi, puisque il n'était pas dans la vidéo à la base, et puis il s'est lancé. Et donc, c'était son rêve de faire un film. Et il m'a dit, j'aimerais faire un film sur toi, sur ton histoire. Et en plus, on est devenus très bons amis. Et c'était quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le monde de la glisse. Il venait de Phoenix, Arizona. Ok. Et moi, j'ai trouvé ça génial en fait parce que je me suis dit, bah, ça va permettre de donner un œil Et un peu nouveau, ouais. frais, un peu nouveau sur ce qu'on fait. Et peut-être que ça permettra d'en faire parler dans d'autres cercles, dans des endroits où on parlerait pas forcément de windsurf. Et je crois savoir, Sarah, qu'il y a Girl on Wave 2 qui est en cours de préparation. C'est avec la même personne? Oui, c'est ça, oui. En fait, Girl on Wave a bien marché et les compagnies de distribution nous ont demandé si on pensait en faire un deuxième. Et en fait, comme on filme un petit peu tout, de toute façon, dès qu'il y a des belles conditions, des belles vagues, comme moi aussi avec ma GoPro, je capture un petit peu tout ce qui se passe. Donc, on a fini par réunir suffisamment de vidéos, de tout ça. Et donc, on va sortir Girl on Wave 2 l'année prochaine. L'aboutissement du premier, c'était quand même le record du monde à la fin. C'est quoi Non, l'aboutissement le du record du deuxième? monde sera dans le deuxième. Non, le premier, c'était les premiers pas à Jaws. Donc, c'était vraiment les balbutiements de tout ça. Et là, dans le 2, c'est un petit peu plus la consécration. Ouais, la préparation. Et ouais, j'espère montrer aussi bah, ce qui se passe une fois qu'on pense qu'on a atteint ses rêves. Hein. Il y en a d'autres qui arrivent, en fait. Ah, d'accord. On en parle juste après la page Kagou d'ailleurs, Sarah. Allez, Ça marche. jingle, on passe au Kagou d'ailleurs. On part du côté d'Honiara aux îles Salomon pour suivre les Jeux du Pacifique. Vous le suivez tous les jours dans notre JT avec les derniers résultats. On va s'intéresser au football féminin, les féminines. La sélection féminine de Gilles Garcia était en demi-finale. C'était contre Fidji. Le match s'est terminé il y a tout juste 1 heure. Défaite 3-0 de nos Kagou. Gilles, tu es en direct avec nous de Honiara. Qu'est-ce qui a manqué dans ce match, Gilles? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Adrien. Bah, il a manqué un peu de réussite, hein. C'est vrai que les Fidjiennes viennent couronner leur temps fort en première mi-temps. Où pendant 20 minutes, nous ont mis une grosse pression et bah, voilà, elles viennent concrétiser ce gros temps fort. Et nous, on a 25 minutes derrière où on pousse relativement fort en proposant, je pense, un jeu sympa. Ouais. Mais on n'est pas récompensé. Et le second but vient anéantir tout espoir et malheureusement, on plonge mentalement. Voilà, il a manqué du coup beaucoup de choses en seconde mi-temps. Ouais. Après, Gilles, vous avez un groupe jeune. Il y a des joueuses aussi qui sont blessées, à l'image de votre gardienne titulaire hein, qui s'est blessée pendant le match. Ça n'a pas aidé à hausser le niveau de jeu du coup de votre côté. Ouais, complètement. Même si Deborah fait une bonne rentrée, on ne peut Oui, pas lui reprocher c'est sûr. grand-chose. Il Avec est des beaux évident arrêts. que Ouais. ça, voilà, c'est vrai, mais ça déstabilise quand même un bloc défensif. Donc c'est des faits comme ça de jeu qui ne nous ont pas permis de nous mettre dans le bon sens, en effet. Tu as raison de le préciser. Oui, puis il y avait d'autres joueuses aussi qui étaient blessées, en tout cas qui revenaient de blessures. Ça t'a pas permis de consolider un groupe. Ouais, disons que depuis le départ, on manque, on a quand même quelques blessés, Ouais, notamment des joueuses de métropole exact. qui n'ont pas pu nous rejoindre, plus des filles qui passent leur diplôme là et qui ne pouvaient pas être parmi nous, mais bon, ça on le savait. Mm. On savait que du coup, on n'avait peut-être pas une profondeur de banc extraordinaire. Voilà, c'est certainement ce qui nous a manqué un petit peu aujourd'hui, mais pour autant, franchement, moi je tiens à saluer les petites qui bossent fort depuis 10 mois et qui ont encaissé beaucoup d'infos et même des fois peut-être un peu trop.
de ma part, mais franchement, voilà, moi je tiens à les féliciter encore parce que là, ce soir c'est dur, mais c'est quand même assez logique. Je pense que Fidji était plus fort que nous sur le match. Ok, Gilles, je voulais te demander, tu sors des vestiaires, quelle est l'ambiance un petit peu dans les vestiaires? Ouais, là c'est dur. Là c'est dur. J'ai beau leur avoir demandé de se remobiliser très vite pour la médaille de bronze Eh oui. parce que c'est quand même un bel objectif mine de rien. Bon là ce soir je suis pas sûr qu'elle m'a entendu. Donc on va laisser passer, un petit peu les regrets et la désillusion et repartir de l'avant dès demain. Et ou- Mais c'est vrai que ce soir, c'est dur. Ok, parce qu'il va falloir se remobiliser, comme tu le dis, pour la petite finale. C'est vendredi, ce sera contre Samoa. Les Cagous peuvent retrouver le podium qu'elles ont quitté il y a 4 ans. C'est quand même un bel objectif. Oui, oui, c'est d'une un bel objectif et mine de rien, ce sont des beaux jeux quand même. Voilà, on a tenu la dragée haute Et au oui, quintuple champion des Jeux du Pacifique, en l'occurrence la Papouasie. oui, vous avez fait 2 partout et les Papous qui se retrouvent en finale, hein. Ouais, complètement. Donc il y a beaucoup de motifs de satisfaction. C'est vrai que ce soir, les filles, elles les voient pas forcément, mais il y en aura beaucoup et le bilan, quoi qu'il en soit, est positif jusqu'à présent. Mais il se faut vite se remobiliser pour qu'il le soit véritablement. Il faut aller chercher cette troisième place. Cette médaille de bronze. Gilles, un petit mot général maintenant sur l'ambiance de ces Jeux. 130 médailles du côté Cagou, 58 en or. Vous avez le temps un petit peu d'assister à d'autres épreuves, de voir les autres Cagou Ouais, évoluer? complètement. Ben, écoute, moi, je les découvre, les Jeux du Pacifique, Eh et oui. je suis juste fan de l'état d'esprit et de l'ambiance générale. C'est un véritable régal et je suis très fier de pouvoir y participer. Et oui, les filles sont un peu dans le même état d'esprit, même si on les freine sur les veilles de match Eh oui, et jours de match. normal. Parce que le village est quand même relativement loin, et voilà, le self aussi, donc ça fait beaucoup de trajets. On est à plus de 10 kilomètres par jour, mine de rien. Donc voilà, on essaye de les freiner un petit peu, sinon elles iraient voir toutes les toutes les disciplines possibles. Mais oui, elles profitent quand même, hein, et c'est bien sympa. Ça marche. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous juste après le match. C'est un plaisir et tu diras à toutes les filles qu'on a suivi leur match et qu'on leur souhaite le meilleur hein, pour ce match de la troisième place. Merci beaucoup Adrien, merci pour l'interview, merci de mettre en avant ces petites guerrières, hein. Elles le méritent véritablement. Ça marche. Merci à toi, Gilles. Bon courage pour Au ce plaisir, match. merci beaucoup, Au merci, à plaisir. bientôt, au revoir. Allez, retour au windsurf avec Sarah Hauser, notre invitée, notre recordman du monde, celle qui a surfé la plus haute vague du monde. Je n'arrive pas à m'en remettre. Alors, Sarah, maintenant que tu es une sportive professionnelle, enfin maintenant tu es une sportive professionnelle depuis un moment déjà, comment sont rythmées tes journées? Comment tu organises tout ça? Ah ben, déjà autour de la météo, parce que Ouais. mon sport dépend de vagues et de vent et qu'on ne maîtrise jamais ces choses-là. Donc c'est toujours un peu compliqué d'organiser les choses à l'avance. Il faut savoir s'adapter en fait, c'est la chose qui est constante, c'est l'adaptation. Donc il y a des semaines où je passe énormément de temps sur l'eau et puis d'autres moins. Et dans ce cas, ben, je vais passer un peu plus de temps à m'entraîner à la salle ou alors parfois, c'est entraînement cardio en course à pied. Ça peut être sur le cratère, sur les flancs du Haleakala. On a un cratère à 3000 mètres d'altitude sur l'île de Maui, donc qui permet de s'entraîner en étant un peu limité en oxygène, ce qui reproduit les situations dans lesquelles on peut se trouver après de gros wipe-out dans les grosses vagues. Ok. Puis il y a Ça fait rêver tous aussi... ces noms, hein. Ah ouais. Pas l'entraînement, Sarah, je te rassure, hein, mais tous ces noms font rêver. Bah ouais, c'est la chance aussi de s'entraîner. Moi, ce que j'aime, c'est être toujours un peu au contact de la nature. Donc, si c'est pas sur les vagues, ça peut être aussi sous l'eau, faire de l'apnée, s'entraîner, voilà, toujours un peu au contact de l'océan, d'être dehors. C'est ce qui fait du bien, ce qui donne de la joie à l'âme. Ouais, donc j'essaye de garder cet élément-là dans mes entraînements. Ok. Tu parles du côté sportif, mais est-ce que être athlète professionnel, il n'y a que ce côté sportif, de faire des entraînements, aller faire son sport? Ah non, bien sûr que non. Il y a aussi ben, toute la partie où il faut faire ben, sa promo, il faut gérer les communications avec les sponsors, les réseaux sociaux. Faut être un peu créatif aussi parce que il y a pas toujours
les mêmes besoins en fonction des sponsors. Il peut y avoir des phases aussi où les sponsors, il y en a moins. C'était le cas pendant les années Covid. Ouais. Et moi, il se trouve que j'ai de la chance parce que j'ai une autre passion aussi qui est le mouvement, le fitness et la préparation physique. Donc, je donne aussi des cours de fitness à des athlètes à Maui et je crée des programmes en ligne pour les gens qui sont dans les sports de glisse. Donc, j'essaye de transmettre ce que moi, j'apprends en tant qu'athlète. Et donc, tout ça, mis bout à bout, ça remplit bien les journées. Mais je trouve que ça se marie bien, ça se concilie bien. Après, ouais, il y a quand même une phase un petit peu d'apprentissage pour apprendre à jongler un peu avec tous ces rôles-là et à équilibrer, à avoir des phases où on n'est que focus sur l'entraînement et d'autres où on va un petit peu travailler la communication, la production d'images vidéo, tout ça. Mais c'est un tout, c'est sûr qu'il faut un peu tous ces aspects-là pour que la sauce fonctionne, quoi. Ouais, carrément. Tu fais profiter, comme tu l'as dit, tes talents de ta routine, entre guillemets, d'entraînement avec tes tutos. Bah oui, oui. Si on suit tes tutos, on Non, devient non, comme toi, Sarah. sécurité. Parce que je m'y mets demain, autrement. Bah oui. Non, mais après, ce qui est bien, c'est que enfin, on a toujours su que la prépa physique, c'était important, mais je trouve que dans les sports de glisse, c'est un peu un concept nouveau. Souvent, les gens ont tendance à passer beaucoup de temps sur l'eau et à pas se rendre compte que, tu sais, on cherche à avoir la meilleure planche possible, les meilleurs Ouais, ailerons, la meilleure voile, mais si on n'a pas aussi bossé sur son corps à soi, bah, on peut pas attendre des résultats mirobolants. c'est Donc, sûr. moi, en plus, étant une femme petite, si je m'entraîne pas, je peux pas utiliser mon poids de corps pour créer de la puissance. Donc, être forte, être puissante, être endurante, c'est ce qui me permet de me transformer et d'accomplir les choses que j'ai envie de faire. Et tout le monde, en fait, peut découvrir, taper dans son potentiel, en fait, et découvrir des espèces de pouvoirs magiques qu'on n'utilise pas forcément si on ne fait pas le petit travail qu'il faut pour les réveiller. Donc, c'est Donc, ça que j'essaye de faire avec les programmes, c'est de donner un peu cette motivation et ces outils. yes, c'est vrai que tu le dis très bien, mais c'est accessible à tout le monde. Je me rappelle de cette interview que tu as fait aux États-Unis où celui qui t'interviewe, le journaliste qui t'interviewe, dit ah bah je me demandais à quoi ça ressemblait une windsurfeuse professionnelle. Je pensais que c'était musclé et grande. Et ben non, c'est accessible à tout le monde au final. Ouais, après, Faut travailler. écoute, le jour de cette interview, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il faut qu'il vienne s'entraîner avec moi et qu'il essaye de faire le même nombre de tractions que je fais parce que je bosse aussi sur des trucs bien durs qui prennent Bah du oui, temps à c'est sûr. progresser. Mais bon, ça, par contre, bah, après, tout peut être décomposé en un enchaînement de petites étapes, de petites marches d'escalier qu'il faut monter. Et à soi, après, de déterminer quelle est la taille de ces marches et quand les prendre. Mais oui, avec de la motivation, du travail, on peut arriver à faire des choses qu'on n'imagine pas possibles parfois, hein. Et au final, avec tout ce que tu nous expliques, en fait, ton nom, c'est ta marque, en fait. Bah oui, je pense que les athlètes, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux, on crée un peu une marque avec ce qu'on représente pour que après, ben, les sponsors s'associent aux valeurs qu'on représente, à la personne qu'on a envie d'inspirer chez les gens. Alors, c'est vrai qu'il y a des valeurs communes un peu au sport de manière générale, mais chaque athlète est un petit peu différent. Bah oui. Là, le fait que moi, mon histoire aussi, ça a été ce changement de parcours et d'oser faire quelque chose d'un peu ambitieux, d'un peu contre-courant. Bah, je pense que c'est ça aussi qui plaît à mes sponsors, c'est cet aspect personne qui fait ce que normalement elle n'était pas censée faire et qui va à fond quand même. Ok. Sarah, après ton record, tu es devenue au final une pionnière et un petit peu la voix féminine dans le milieu de la glisse. Tu appelles d'autres filles constamment à faire comme toi et ne pas avoir peur. Tu mets ta notoriété au service de causes qui te tiennent à cœur. Bah oui, c'est ça aussi qui est bien avec les réseaux sociaux, la notoriété, le fait d'avoir une plateforme, les gens qui écoutent, c'est qu'on peut marier bah, la partie fun et qui est jolie à regarder à des messages importants. Et il y en a, je sais qu'il y en a des choses à dire Mm. sur l'environnement, sur la justice sociale. Et souvent,
les sports de glisse, en fait, ça nous amène à apprécier l'environnement dans lequel on évolue, puisque sans la mer, sans les récifs, on ne pourrait pas profiter de toutes ces choses-là. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux qui se crée et qui fait qu'on a envie aussi d'avoir un impact positif sur les éléments qui font notre terrain de jeu. Ouais, on voit des images d'ailleurs d'une des actions que tu as menées, trashy selfie, se prendre en photo avec ce qu'on ramasse au bord des plages. L'environnement, pour toi, c'est vraiment une cause qui te tient à cœur. Quand on joue quand notre terrain de jeu, c'est l'océan, forcément, ça nous tient à cœur. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça aussi la beauté de ces sports, c'est que ça permet de prendre conscience à quel point ces lieux sont précieux. La mer, les plages. L'idée de Trashy Selfie est née en fait un jour où on était à la plage et on voyait des gens sur une plage assez célèbre sur le North Shore d'Oahu. Des gens faisaient des selfies. On se disait, si pour chaque selfie, il y avait une personne qui ramassait un déchet, la plage serait beaucoup plus propre. Donc l'idée est partie de là. Et en fait, souvent, le problème avec l'environnement, c'est qu'on peut être un petit peu déprimé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais si on essaye de marier ça à la glisse, au concept du selfie, qui est un peu fun, un peu rigolo, ça peut aider à faire passer un message qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre parce que la journée est déjà assez compliquée comme ça. Là, pour le coup, on s'est dit on va faire un truc un peu fun, un peu rigolo, qui s'auto-entretient, que n'importe qui peut faire de n'importe où dans le monde. Et ça a aidé à un peu créer une communauté sur le réseau social Instagram. Ok. Et du coup, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi tu es maintenant une porte-parole féminine. Ton deuxième projet, c'est Women on Water, c'est ça ? Oui, Women on Water, c'est un projet que j'ai pu cofonder au Pérou, dans un petit village qui s'appelle Lobitos, au nord du Pérou, et où on a concilié à la fois une action d'empouvoirment des femmes au travers du surf, en donnant accès à des jeunes filles à des cours de surf, et on a aussi amené des filtres pour filtrer l'eau qui n'est pas potable, l'eau du Pérou. Et donc, en combinant un peu tout ça, on a créé une espèce de mini-festival autour du thème de l'eau avec la mise en avant des femmes. Et c'est vrai que le surf, ça a permis d'éduquer un peu des valeurs de courage, de se rendre compte de ses capacités, tout ça dans la bienveillance et en laissant aussi les jeunes filles être en avant, être les leaders de ce projet-là aussi un petit peu, parce qu'on ne voulait pas non plus imposer notre vision en faisant tout ça. Et donc c'est un projet qui a très bien marché, qui grossit chaque année. Et là, je compte retourner au Pérou l'année prochaine et pouvoir continuer, parce que avec les années Covid, j'avais pas pu y aller. Donc ça me tient beaucoup à cœur d'y retourner et de voir l'évolution de tout ça et de continuer à le faire progresser. Ça marche, on suivra ça, Sarah. Merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous, de t'être un petit peu libérée de ton temps ici en Nouvelle-Calédonie. Bon retour à Hawaï, tu repars mardi, c'est ça ? Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça me fait très plaisir de pouvoir discuter un peu sur les ondes calédoniennes et ça me fait juste chaud au cœur d'être là avec vous, d'être sur le caillou. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Sarah. On te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Merci beaucoup. De rien. À tous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine et passez une bonne semaine avec nous, bien sûr, sur les chaînes Calédonia, sur la chaîne Calédonia, pardon. Tata.